Enseignant dans la ville de Mbour, Abdoul Aziz Gueye est poète sénégalais. Auteur de plusieurs ouvrages, dont le recueil de poèmes Étincelles poétiques. Abdoul Aziz Gueye fait face aujourd'hui aux jeunes lecteurs du cours Sainte-Marie de Anne sur Livre ouvert. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Livre ouvert. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Abdoul Aziz Gueye, auteur du livre Étincelles poétiques, qui est un recueil de poèmes qui transborde et apporte des étincelles telles des étoiles dans la lune noire. Je vais lire l'extrait à nos mamans. Ici ou ailleurs, une maman reste une maman. Tu serais un métal, tu vaudrais plus que le diamant. Plus qu'une compagne de l'homme, tu es la mère de l'humanité. Résistante, tu l'as été, face à toutes les calamités. Douce et généreuse, brave en toutes circonstances. Maman, à ma sécurité et à ma joie. Au quotidien, tu penses que de nuits blanches passées, sans jamais te lasser, que de combats engagés, afin que ton enfant que je suis soit ménagé, que de sacrifices déployés, afin que mes soucis soient noyés. Sur ton dos, j'ai cherché et trouvé le réconfort. Dans tes bras, j'ai senti ton amour et ton affection. Au contact de tes seins, j'ai détecté ton attention. Je suis malade, tu perds le sommeil. J'ai faim, tu perds le sommeil. Pour mon bien-être, tu t'es donné, maman. Au quotidien, tu dois être fêtée. Je te souhaite tout le bonheur du monde, maman. Toi dont le statut de mère de l'humanité est attesté. Mère, ma très chère mère. Merci. Ils ne sont que 3 mots, mais ils soignent tous les maux. Ils sont un remède contre la tristesse en apportant la tendresse. Je t'aime est une phrase magique. L'entendre nous inspire un air angélique. Et dans notre esprit, il installe le bonheur qui se traduit par la bonne humeur. Aux premières heures de nos unions, durant les moments de conquête pour nouer les relations, de jour comme de nuit, surtout avec les forfaits Internet de minuit, des je t'aime sont envoyés mutuellement, preuve de notre amour naturellement. Ils ne sont que 3 mots, mais ils soignent tous les mots. L'entendre régule notre corps, nous soulage et nous apporte réconfort. Je t'aime. Les Anglais diront I love you, comme c'est le chanter notre star, You. Et ces 3 mots, le Wolof dira Damalanop. En 3 mots, l'un dans l'autre, l'effet est le même. Semer du baume dans le cœur nous fait oublier nos problèmes. Je t'aime. On le dit et on le vit, en parfaite harmonie entre âmes. Âme sœur, je veux dire, on le vit. Et sincèrement vécu, au temps et à l'espace, on résiste du fait de notre solide carapace, et aux intrus et troubles faits, on ferme la place. L'amour est sacré, dit-on. À nos débuts, on en fait un lomotif, oubliant en cours de chemin qu'il est à renouveler et qui vaut régulièrement souffler à l'oreille de sa douce moitié « Je t'aime ». Son effet est immédiat et provoque plus de bien que de dégâts. Ils ne sont que 3 mots, mais lourds ils peuvent peser sur la langue de l'orgueilleux, même s'ils soignent tous les mots. Merci. Page 43. L'amour nous fait pousser des ailes. Quand l'âme sœur frappe à notre porte et que des sentiments de toutes sortes nous visitent et nous revisitent de jour comme de nuit, et qu'en toutes circonstances et en tous lieux lui, quand l'âme sœur toque à la porte, et qu'au plus profond de notre être, la lumière de l'amour jaillit, que par ses lueurs en nous elle fait le tour, et que dopés par ce sentiment, nos actions en prennent un coup, que nos rapports avec l'âme sœur soient des plus doux, qu'à table une image nous envahit la tête et nous noue le ventre, qu'au lit on ne rêve que de son étoile, finalement placée au centre, d'une vie qu'on ne souhaite plus mener en solitude, du fait de ce qu'on ressent et qui vient bousculer nos habitudes. L'amour nous fait pousser des ailes.
Je vais lire l'extrait Tous unis comme des frères. Un peuple uni et solidaire qui sait par moments taire ses divergences de tout ordre pour se mettre en ordre est un grand peuple. Un peuple uni et solidaire qui sait faire bloc en évitant les échappées solidaires est à l'image du roc, oui, un grand peuple. Le Sénégal est une nation comblée, où ses dignes fils savent s'attabler autour de l'essentiel, discutant d'intérêt général, intégrant les populations urbaines et rurales, comme à l'image des grands peuples, tous unis comme des frères pour aller en guerre contre le mal partout déclaré, le bouter hors de notre carré. Merci beaucoup, très chers élèves. Merci aux encadreurs. Judith, Madame Guémé. Bonjour à tous ces techniciens qui sont venus pour, n'est-ce pas, prendre cet élément. Comme il l'a déjà dit notre ami André, je me nomme Abdoul Aziz Gueye, je suis enseignant de formation et de métiers. Alors, j'ai déjà produit un recueil de poèmes et de chants en 2016. Donc, ça, c'est ma deuxième production. Alors, vous venez de reconnaître que tous les textes que vous venez de déclamer tournent autour de l'amour, tournent autour de la fraternité, de la solidarité. Moi, mes thèmes de préférence, c'est l'amour, c'est la paix. Parce que je pense que l'intrant le plus fondamental pour construire un pays, pour construire un développement, c'est l'amour, c'est la paix. Sans amour, sans paix, on ne peut rien faire, n'est-ce pas, de pérenne et de stable. Donc, en premier lieu, c'est ce que j'avais envie de dire par rapport à tous les textes que vous venez de déclamer, n'est-ce pas, vous tous, si vous avez déclamé des thèmes qui tournent autour, n'est-ce pas, de l'amour et de la fraternité. Donc, en un premier temps, c'est ça que j'avais envie de dire. Donc, vous allez parcourir tous mes textes. Le thème central, c'est l'amour, c'est la paix. Parce que sans amour, sans paix, vous aurez tout l'or du monde, vous aurez toutes les ressources du monde, mais vous ne pourriez pas asseoir le développement. Merci pour cette présentation. Ma première question tournera autour de l'immigration clandestine. À travers votre recueil, j'ai lu un poème qui s'appelle Barça et Barsac. Merci. Et à travers ce poème, j'ai vu que vous n'aimez pas le fait que les Sénégalais aillent prendre les pirogues et on va dire, livrer à la mort. Et qu'est-ce que vous recommanderez au nouveau gouvernement en place pour éradiquer ce fléau? Merci. Beaucoup André, comme tu l'as si bien dit, hein, il faut fustiger les comportements. Il faut vraiment avoir mal quand on voit nos enfants, nos nièces, nos neveux, n'est-ce pas, prendre des embarcations de fortune pour rallier, pas seulement l'Espagne, hein, mais disons rallier l'Europe, hein, qu'ils pensent être des sites d'Eldorado. Mais quand on a fini de fustiger un comportement et une attitude, il faut proposer des solutions. Alors les solutions, c'est quoi? Ça ne manque pas. Alors il faut voir qu'est-ce qui pousse nos jeunes à partir. Parce que tous ces gens qui partent en général ne sont pas dans une situation de précarité. Il y en a qui ont déjà un emploi ici, il y en a qui ont déjà épargné quelque chose, n'est-ce pas, quelque part. Donc qu'est-ce qui les pousse à partir? Donc il faut déjà voir la raison, les causes, n'est-ce pas, de ce départ massif de nos enfants. Ensuite, si on a fini de, n'est-ce pas, diagnostiquer ce mal-là, il faut qu'on voit l'environnement de ces gens-là qui partent. Le père, la mère, dans quel environnement familial, dans quel environnement professionnel ils évoluent. Ensuite, envoyer des missions en Europe pour voir ces enfants-là qui nous quittent. Qu'est-ce qu'ils vont faire ailleurs? Parce que tu vois un enfant qui quitte son atelier, qui est maître maçon, maître tailleur, ainsi de suite, qui gagnait bien sa vie ici, mais qui va pour travailler dans les plantations. Est-ce qu'on ne pourrait pas dupliquer ces plantations-là ici? Voir quel salaire ils ont en Espagne, en Italie, en France. Est-ce qu'on ne pourrait pas dupliquer ces mêmes salaires-là ici? Parce que se réveiller dans sa famille, je pense que c'est mieux que de se réveiller ailleurs et puis dans des situations peut-être de précarité. Parce qu'à n'importe quel moment, si vous êtes sans papier, on peut vous retourner au pays. Donc la solution que moi je préconise, c'est d'abord de renforcer la formation, l'éducation, de renforcer les enseignants, les formateurs, pour que la fierté de rester dans ce pays et de construire ensemble ce pays nous
n'est-ce pas, comment j'ai encore, nous gagne déjà, n'est-ce pas, l'âme, l'esprit et le cœur. Parce que quand on n'est pas fier de son pays, on ne peut pas rester dans son pays. On ne peut pas participer, n'est-ce pas, à l'œuvre de construction de son pays. Et à mon avis, il faut qu'on retourne à l'orthodoxie de l'école et de la formation. Renforcer l'éducation, renforcer la formation des enseignants afin que les enfants soient fiers de leur patrimoine, de leur legs. Parce que personne ne viendra construire ce pays-là. C'est vous, c'est nous qui allons construire ce pays. Donc c'est cette fierté-là qui nous manque, à mon avis. En lisant ce livre, j'ai lu l'extrait Amour collégien. Amour collégienne. Je voulais vous demander quels sont les souvenirs qui vous viennent en tête en écrivant cet extrait. Comme vous le savez, hein, moi j'ai fait le collège comme vous. Mais l'amour que l'on vit au collège n'a rien à voir avec cet amour, n'est-ce pas, dont le centre d'intérêt est peut-être l'attraction physique. Mais c'est plus de l'affection, c'est plus de l'amitié, c'est plus de la fraternité, c'est plus de la solidarité. Parce qu'au collège, je me suis rappelé de très beaux souvenirs. Et pour votre information, je partage un panel avec des amis avec qui on a partagé la classe au collège. Ça fait plus de 40 ans. Nous avons eu notre BFM en 85-86. Vous voyez donc, on a conservé ces liens-là. On était des amis, on se fréquentait, on prenait les cours ensemble. Quand quelqu'un n'était pas bien dans telle matière, n'est-ce pas, on le fréquentait pour pouvoir, n'est-ce pas, partager avec lui certaines connaissances afin qu'il puisse relever son niveau. Donc, ce sont ces souvenirs-là qui ont fait que, alors j'ai écrit ce texte consacré à l'amour à la collégienne. Mais l'amour à la collégienne qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'il y a comme dérive, comme déviance. Mais l'amour construit sur de la fraternité, sur de l'affection, sur de la générosité, sur l'esprit de partage. Parce que chez nous, c'était comme ça. On formait des clubs de travail, des groupes de travail pour que ceux qui étaient moins bons puissent profiter, n'est-ce pas, de l'excellence des autres pour pouvoir être tirés vers l'avant. Donc, j'ai gardé de très beaux souvenirs quand même de mon cursus au collège. En lisant votre livre, j'ai aussi remarqué la présence de l'amour dans presque tous les recueils. Et j'ai aussi remarqué la présence du mot âme sœur. Donc, du coup, j'aimerais vous demander si l'âme sœur n'est pas plutôt une illusion pour apaiser le cœur solitaire de certaines personnes. Merci beaucoup. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Maoudi Junior. Alors, l'âme sœur existe. Quand le jour où tu vas rencontrer l'âme sœur, tu vas te rendre compte que l'âme sœur existe. Parce que dans la vie, on est tous peut-être tentés un jour de continuer notre cheminement, notre compagnonnage avec quelqu'un ou quelqu'une, que ce soit une fille ou un garçon. À un certain âge, on a besoin d'être accompagné dans sa vie. Et dans ce compagnonnage-là, si ça s'appelle de l'amour, un amour qui pourrait peut-être faire un prolongement vers un mariage, vers une union, il y a de fortes chances que si ce que tu dois éprouver en termes d'amour pur et dur, que tu l'as éprouvé, tu vas sentir qu'effectivement tu es tombé sur l'âme sœur. Et comment on le sait? On le sait parce qu'il y a une complicité. On le sait parce que quand l'autre n'est pas là, il y a un manque, il y a un vide. On le sent quand on sait qu'il y a des épaules sur lesquelles, d'ailleurs il y a un texte que j'ai consacré à ça, il y a des épaules sur lesquelles tu peux te confier, que ce soit dans le pire ou dans, n'est-ce pas, les moments de bonheur. Alors c'est dans ces instants-là qu'on se rend compte que j'ai vraiment rencontré l'âme sœur. Parce que en réalité, vous ne formez plus deux, mais vous formez un. Parce que tout ce que tu vis en termes de bonheur, tu as envie de le partager avec celui ou celle-là avec qui tu vis. Tout ce que tu as comme peine, comme souffrance, comme difficulté aussi, tu as envie de les partager avec celui-là ou celle-là avec qui tu vis. Alors c'est ça que moi, j'appelle dans ce livre-là l'âme sœur. Donc une personne de confiance, une confidente ou un confident, n'est-ce pas, qui ne pourrait pas aller sans toi,
et que toi aussi, tu ne pourrais pas aller sans lui ou sans elle. Donc l'âme sœur, pour moi, se résume en ce personnage-là sur qui tu peux compter dans les moments de bonheur comme dans les moments de détresse. Moi, en lisant ce livre, tout ce que j'ai remarqué, la première chose que j'ai eu à remarquer, c'était le titre. Alors, le titre. Ouais. Alors, j'aimerais savoir pourquoi avez-vous utilisé comme titre le mot étincelle dans votre titre? Merci beaucoup, Penda. Toutes les questions sont importantes. Cette question aussi, les étincelles poétiques. J'ai fait exprès de commencer par un titre qui pourrait être versé dans le champ de la métaphore. Étincelle parce que sur 100 personnes que tu rencontres aujourd'hui, partout ailleurs, ce n'est pas seulement propre au Sénégal, ils sont pessimistes. Ils pensent que l'avenir est incertain. Ils pensent apercevoir un horizon noir, ténébreux, alors que ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour vivre des souffrances à n'en plus finir. Il faut qu'on sorte de cette situation de précarité, de pessimisme. Il faut qu'on soit optimiste. Donc moi, je suis optimiste naturellement. C'est pourquoi j'ai commencé par cette métaphore en disant étincelle poétique. Mais ces étincelles, n'est-ce pas, je les pense être dans l'avenir une flamme qui va briller de 1000 feux pour éclairer chacun son chemin. Donc c'est pourquoi j'ai mis étincelle poétique. Je ne suis jamais pessimiste, même si c'est un optimiste qui a créé le bateau, mais c'est un pessimiste qui a créé le gilet de sauvetage. Eh ben, on ne peut pas être à 100% optimiste. Il faut juste une fenêtre pour qu'au cas où il y a, n'est-ce pas, des difficultés, au cas où ce qu'on avait envisagé au départ ne se passe pas exactement comme on l'avait envisagé, que l'on puisse peut-être trouver des alternatives. Mais sur 100% peut-être de projets, il faut être, à mon avis, à 99,99% optimiste. Sinon, on ne réussira absolument rien du tout. Parce que les difficultés aussi font partie, n'est-ce pas, de notre carrière, de notre parcours et de notre cursus. Il ne faut pas les esquiver, il faut les affronter et faire face. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le titre « Étincelle poétique ». Merci. Alors, moi, j'ai été captivé par un texte qui s'appelle Tous unis comme des frères. Déjà parce qu'il symbolise beaucoup la solidarité et la fraternité. Donc, dans ce texte, on peut voir que le Sénégal forme une sorte de bloc. Tout le monde est frère, tout le monde est sœur. Mais à un moment, il y a eu une instabilité politique pendant les élections. Et ça a montré quelques fragilités au niveau de la communauté. Donc, est-ce que vous aviez douté de vos propos à un moment, ou bien vous vouliez mettre en avant la capacité du Sénégal à se relever face à certaines difficultés comme celle-ci? Merci beaucoup. Excellente question. C'est comment votre nom, s'il vous plaît? Samuel. Tu as bien fait de de relever, n'est-ce pas, cette crise qui nous a rattrapés dans notre marche. Mais ça, c'est inhérent à tous les pays du monde. Il arrive des fois qu'il y ait des difficultés, comme je l'ai dit tantôt, mais il faut les surmonter. Alors, peut-être vous êtes encore jeune, mais en 68, vous devez peut-être, en parcourant les livres, vous devez apprendre que le Sénégal a traversé pas les mêmes difficultés, mais aussi a traversé une crise, n'est-ce pas, qui a pris départ chez les étudiants, chez les paysans, chez les travailleurs d'une manière générale. Et ça a embrasé le monde en 68. Après 68, il y a eu 88. Des événements post-électoraux, pré-électoraux, électoraux même, qui a conduit à une année blanche. Moi, j'ai vécu l'année blanche en 88. On a fermé toutes les écoles. On a repris, n'est-ce pas, nos classes l'année suivante. Et pourtant, on a dépassé ces événements. En 93, il y a eu un autre événement avec l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel. Ça n'a pas empêché le Sénégal de continuer son chemin, comme ça se passe dans tous les pays du monde. En 2011, juin 2011, le Sénégal a failli s'embraser. Des compatriotes sont allés jusqu'aux grilles de l'Assemblée nationale. On a dépassé cette crise. Donc, j'étais encore optimiste en 2021 jusqu'en 2024 que malgré la densité de la crise, le génie sénégalais aidant, on allait encore dépasser cette crise-là. Parce qu'il arrive dans un pays, après un moment d'accalmie, de paix,
qu'il y ait effectivement des tournants plus ou moins douloureux. Mais le Sénégalais sait s'arrêter quand il faut s'arrêter. Mais la crise est là. On l'a vécu. Aujourd'hui, nous sommes là, en train de tenir notre livre ouvert. Mais il y a 3 ans, des écoles ont été fermées parce qu'il y avait des lacrymogènes partout. Mais aujourd'hui, on est là. On circule librement. On parle librement. Après, ça va être posté sur YouTube. Mais il y a des temps où, partout où tu es entré, dans n'importe quel support, ben, c'était de la violence au Sénégal. Donc, ça a été dépassé. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, nos petits-enfants, nos enfants peut-être, vivraient peut-être des moments de trouble. Mais ils vont encore dépasser ces événements. Parce que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Aujourd'hui, ceux-là qui étaient dans l'autre camp sont aujourd'hui au pouvoir. Ceux qui étaient au pouvoir sont dans l'autre camp. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, j'ai jamais douté du génie sénégalais. Et j'ai toujours pensé que, quelle que soit la densité de ce problème, quel que soit le degré de violence au Sénégal, on allait s'arrêter, se regarder dans les yeux et continuer notre chemin dans la paix et la sérénité. Bon, j'ai eu à lire votre recueil et je voulais savoir que symbolise virus dans Virus sort de mon corps et quel message essayez-vous de nous transmettre à travers cette métaphore. Merci beaucoup. Mademoiselle, c'est comment? Oumou Aïssata Sall. Très bien. Bonne question. Virus sort de mon corps. Quand un virus entre dans notre corps, c'est un corps étranger. Nous naissons purs. Nous naissons pour cheminer ou alors pour vivre en tant qu'espèce humaine. Alors, s'il arrive des comportements, n'est-ce pas, nous envahissent jusqu'à nous pousser à avoir des comportements propres à l'autre espèce que je ne veux pas nommer, cela veut dire qu'il faut nécessairement diagnostiquer ce mal-là et essayer de le soigner. Donc, virus sort de mon corps, microbe sort de mon corps, cela veut dire qu'il y a un corps étranger qui a gagné mon cœur et mon âme et qui fait que j'ai des comportements blâmables. Alors que je devrais vivre avec mon vis-à-vis en tant que frère, en tant que sœur, et déployer la générosité avec lui ou avec elle. Alors, si cela n'existe pas, cela veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème-là, il faut le soigner. C'est pourquoi je dis, le virus sort de mon corps. C'est comme quelqu'un qui est en train de traiter une maladie, mais à l'africaine, à la traditionnelle. Le virus sort de mon corps, c'est comme un deup, quoi, en réalité. Hein? Donc, c'est comme un deup. Hein? Je suis en train d'exorciser le mal, hein? Pour que l'homme retrouve, n'est-ce pas, son humanité, quoi, et fonctionne comme un être humain. N'est-ce pas? Parce qu'il y a les espèces animales, il y a même si sur le plan scientifique, on nous considère comme une espèce animale, mais nous sommes des êtres humains et nous devons nous comporter comme tels et ne laisser les bêtes fonctionner comme des bêtes. Mais il y a de ces comportements quand le dimanche, il y a 3 jours, après une séance de lutte, ben voilà, il y a eu un mort. Après du sport, après une activité sportive, c'est pas normal. Donc je me dis que ça, ce sont des comportements quand même à blâmer. Du coup, virus sort de mon corps signifie simplement que retrouvons notre humanité pour pouvoir fonctionner comme des êtres généreux, hein, qui renforcent l'amitié, la fraternité et la solidarité entre nous en tant que communauté humaine. Pour ma deuxième question, je voulais savoir comment la culture sénégalaise a-t-elle influencé votre façon d'écrire? Comment elle a changé votre vision des faits par rapport à votre recueil? Si je comprends ta question, c'est que durant tout le recueil, je verse dans l'africanité, la sénégalité, quoi. Parce que effectivement, bon, il y a des temps, on m'appelait Zizou l'Africain. Moi, je ne crois pas aux frontières
raciale, ethnique. Je ne crois pas aux nationalités avec des cloisons. J'ai beaucoup d'amis européens. Quand tu me vois avec eux, je vis naturellement avec eux. Je ne me dis pas que je suis en face de blanc, je dois faire des calculs pour ne pas. Non, moi je suis naturellement sénégalais et je fonctionne comme tel. Devant un Togolais, devant un Camerounais, devant un Français, devant un Européen, devant un Américain. Parce que dès que devant le vis-à-vis, tu te dis que oui, il faut que je fasse attention à la race, à la peau, et ainsi de suite, tu fausses les règles du jeu. Soyons naturels. Donc durant tout le livre, c'est comme ça que je vous... D'ailleurs, j'ai même mis des mots wolof. Si je maîtrisais des mots bambara, parce que moi je suis bambara, j'allais les mettre, des mots sarakhou et ainsi de suite, pour montrer qu'il n'y a pas de frontière entre nous. Tu vas aux États-Unis, tu ne parles pas anglais, il y a des indications partout. Et tu vas faire des mouvements, par des grimaces, par des gestuels. On parle avec les sourds-muets. On parle avec n'importe quelle langue, même si on n'utilise pas cette langue-là. Parce que même avec les gestuels, on arrive à communiquer. Donc, pour moi, ces frontières ethniques, raciales ne devraient pas exister du tout. C'est pourquoi, naturellement, j'ai écrit mon livre avec un français accessible. Dans un véhicule, entre deux trajets, tu peux parcourir le livre. C'est 55 textes, c'est vrai, mais c'est lisible en 2 heures de temps, 3 heures de temps. Parce que beaucoup de gens aussi se plaignent du fait que les gens ne lisent plus, parce que est-ce que la langue est accessible aussi? Donc, moi, j'ai tenu compte de ça. J'ai tenu compte de notre réalité, parce que le poète ne peut pas faire fi de ce qui se passe dans son environnement. Et par des formations aussi professionnelles, je suis un enseignant, je suis un éducateur. Donc, à travers mes textes, j'essaie de véhiculer des messages, des leçons, des enseignements, pour toucher au moins la fonction, n'est-ce pas, didactique, n'est-ce pas, de la poésie. Donc, tout ce que j'ai décrit dans ce livre-là, je l'ai vécu dans mon environnement immédiat. Ou alors, par des supports, n'est-ce pas, télé, radio, ainsi de suite. Ou alors par des informations qu'on m'a rapportées. Et à partir de là, j'ai essayé d'écrire. Moi, j'ai beaucoup aimé l'extrait Tous unis comme des frères. Et donc, comme j'ai déjà dit, il portait sur la fraternité. Seulement, est-ce que le fait de dire que le Sénégal est un pays très fraternel et solidaire, est-ce qu'il souligne aussi qu'il peut accueillir ou même considérer d'autres personnes venant d'autres pays, d'autres ethnies, des personnes qui ne sont pas forcément sénégalaises en fait? Oui, bien sûr. Vous allez à l'université, vous allez trouver beaucoup de nationalités étrangères qui sont en train de faire leur formation là-bas, sans être inquiétés. Vous allez au marché tout de suite, vous allez trouver d'autres nationalités qui ne sont pas inquiétées ici. Le Sénégal est un pays de teranga. Même si, depuis quelque temps quand même, ce mot teranga-là souffre de beaucoup de problèmes. Ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui doivent faire leur introspection. Et savoir que ça, quand même, c'est un label, c'est un slogan qui parcourt le monde et qui faisait la fierté du Sénégal et des Sénégalais. Donc, éviter les violences que l'on, n'est-ce pas, relate par la presse, parce que ça fait fuir aussi, n'est-ce pas, les étrangers qui sont parmi nous. Je viens de la Petite Côte, je viens de Mbour. Depuis plus de 50 ans, je vis là-bas. Je connais comment ça se passe, le tourisme et tout, mais depuis quelque temps, il n'y a plus de touristes. Est-ce que ce n'est pas lié à la violence, aux agressions, ainsi de suite? Donc, nous devons faire beaucoup attention à nos comportements, parce qu'il y a des effets collatéraux. Mais le Sénégal, quand même, c'est un pays de teranga. Il n'y a aucun étranger qui se plaint d'exactions, de racisme, ainsi de suite. En tout cas, à ma connaissance. Donc, ça, le Sénégal continue à jouer un rôle de catalyseur, même s'il y a des choses quand même à dénoncer. En venant tout à l'heure, j'ai rencontré des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans qui vous accrochent les jambes et qui demandent des trucs. Ça, je crois que quand même, ça donne une mauvaise image quand même de notre hospitalité. Et ça devrait arrêter. Un enfant, sa place, c'est pas dans la rue, avec sa maman, avec son papa, en train de commander des trucs. Sa place, c'est à l'école. Donc ça, notre hospitalité quand même ne devrait pas nous pousser quand même à être plus ou moins laxiste ou alors un peu léger, n'est-ce pas, dans l'entrée au niveau des frontières. Mais sinon, nous sommes un pays quand même très hospitalier. Ma deuxième question, comme on a tous remarqué, on parle de l'amour dans ce recueil. Et donc, je voulais vous poser la question. Pensez-vous que l'amour est une
création est le moteur principal de la vie ou d'une création artistique simplement? Merci beaucoup, c'est Penda. Hein? Voilà. Est-ce que c'est une création des artistes ou alors c'est inhérent à la vie? Moi, j'ai toujours soutenu que l'amour était un intrant de développement. L'amour est un intrant de fiabilité dans une relation. Même si on pourrait l'appeler affection aussi. Mais en tout cas, l'affection aussi tire sa source dans l'amour. L'amour est naturel. Il n'est pas créé par qui que ce soit. L'amour est un sentiment que l'on éprouve avec quelqu'un ou quelqu'une ou avec quelque chose. Tu as un chien, tu as un chat, ben, tu as une poule à la maison, tu as un objet d'art, tu as hérité quelque chose de ton ancêtre, tu peux avoir des rapports d'affection et d'amour avec cette chose-là. Donc l'amour n'est pas une création, c'est un sentiment. C'est quelque chose que l'on éprouve, que l'on sent, que l'on ressent. Et comme je te l'ai dit tantôt, sans amour, il ne peut pas y avoir de développement. Sans amour, il ne peut pas y avoir de stabilité. Dans une famille, s'il n'y a pas d'affection, s'il n'y a pas d'amour entre père-mère et les enfants, entre sœurs, entre frères, mais il ne peut pas y avoir de stabilité. Donc c'est cet amour-là qui est la base même, qui est le fondement de toute stabilité familiale et sociale. Même si on peut trouver beaucoup d'autres synonymes, hein, affection, ainsi de suite, mais en tout cas, c'est l'amour. Sans amour, il n'y a pas de paix. Sans affection, il n'y a pas de paix. Quand tu n'éprouves pas un certain sentiment d'affection envers quelqu'un, ben, tu ne peux pas lui vouer, n'est-ce pas, un respect, une considération. Et s'il n'y a pas de respect aussi, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Il faut que ce n'est pas écrit sur des tableaux respectés, ayez de la considération. Non, mais c'est des choses quand même qu'on doit intégrer pour pouvoir évoluer en communauté. Nous vivons en communauté. Serer, Diola, Mandiago, ainsi de suite. Le vivre ensemble là, ça demande un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est quoi? C'est éprouver, n'est-ce pas, de la considération, du respect, de l'affection, de l'amour envers son vis-à-vis. Sans quoi, il n'y a pas de vivre ensemble, il n'y a pas de communauté. Si le Sénégal veut, n'est-ce pas, rester stable, si le Sénégal veut perpétuer le legs des ancêtres à nos petits-enfants, il faut nécessairement que l'on retourne aux valeurs laissées par nos ancêtres. L'affection, la camaraderie, la fraternité, la solidarité et surtout l'intimité. Sauvegarder l'intimité des gens. Et je pense que si je dis ça, vous devez savoir là où je vais en venir. Maintenant, c'est comme si c'était un droit de fouiller dans la vie de quelqu'un. Ce n'est plus condamné, quoi. Que je fouille dans ta vie et que je dise au grand jour, ben, tel a fait ceci, cela, et ceci, sa famille, ceci, cela, c'est comme si c'était normal. Alors que ce n'est pas normal. Il faut respecter la vie privée des gens et puis vivre en respect et en considération. Si on ne le fait pas, je pense que nous allons directement à la dérive. Et ce serait vraiment dommage. Merci. Dans le texte, le passage qui m'a le plus marqué, c'est celui de la page 77, avec tous unis comme des frères, avec une solidarité plus que remarquable. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si la solidarité telle que posée dans le livre peut être réalisée sans sacrifice? Une solidarité sans sacrifice? Ben, qu'est-ce que tu entends par sacrifice? Comme vous le parlez si souvent au Sénégal, on peut remarquer que la solidarité est présente, mais pas partout. Par exemple, s'il y a conflit quelque part, vous voyez certaines personnes s'en vont, ou bien certaines personnes perdent d'intérêt pour ce conflit et tout. Du coup, j'aimerais savoir si jamais on pouvait faire en sorte que tous les Sénégalais aient une solidarité plus que stable, mais sans sacrifice. Absolument. Je comprends là où tu veux en venir, mais vous savez ce qu'on appelle la masse critique. Vous allez quelque part, vous trouvez 1000 personnes qui font des choses blâmables, condamnables. Vous trouvez 10 personnes dans ces 1000 qui essaient de corriger le mal installé par les 1000 personnes. Au bout d'un certain temps, tu vas avoir gain de cause. Il ne faut pas se dire que tout le monde fait du mal, que moi je vais faire du mal. Parce qu'il faut nécessairement qu'il y ait des gens qui, quand même, n'est-ce pas, sont ancrés dans les valeurs et qui font le bien pour pouvoir convaincre
n'est-ce pas, ceux-là qui font le mal. Imagine, je te donne un exemple patent. Tu te réveilles dans un quartier et tout le temps, tu vois de la saleté partout, des ordures partout. Tu essaies avec des moyens de bord de trouver des sacs plastiques, de trouver des poubelles pour qu'à chaque fois que tes camarades à toi, tes voisins versent de la saleté, n'est-ce pas, dans le quartier, toi, tu t'arranges avec quelques 2-3 personnes à remettre ces saletés-là dans des poubelles. Au bout d'une semaine, tu verras qu'il n'y aura plus de saleté. Parce que tu auras influencé ton voisinage, influencé ceux-là qui regardent, ou alors il y aura d'autres personnes qui vont aller sensibiliser les autres qui déposent les ordures pour les pousser à ne plus salir. Donc c'est ça que l'on appelle, nous, la masse critique. La solidarité ne devrait jamais nous quitter. Parce que c'est la solidarité qui fait de nous, n'est-ce pas, une espèce humaine. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes moyens. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle solidarité? Est-ce que aider quelqu'un sur le plan financier seulement, c'est ça qu'on appelle la solidarité ou bien l'aide? On peut aider quelqu'un de différentes manières. Je te l'ai dit tout à l'heure, quand on était au collège, quand on sentait qu'il y avait des élèves qui n'étaient pas bien dans telle ou telle matière, par exemple, moi, j'étais bien en français, mais nul en maths. Mais j'avais un ami qui avait toujours 19,50 en maths, il pourrait m'aider. Ça, c'est de la solidarité. Quand tu vois dans la classe qu'il y a un élève dont la mobilité est réduite, pourquoi on devrait mettre des escaliers pour mettre tout le monde, n'est-ce pas, sur le même pied? Non, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui ne peut rentrer dans la classe que sur une rampe. Il faut lui mettre une rampe. Ça, c'est de la solidarité. Quand tu vois un élève menacé dans l'établissement scolaire, dans mon établissement, c'est moi qui a en charge, hein, n'est-ce pas, les élèves qui sont menacés ou alors qui pourraient souffrir d'agression ou bien de tentation, ainsi de suite. Donc, il faut qu'on soit vigilant sur ça. Ça aussi, c'est de la solidarité. Il y a un élève peut-être qui paraissait 2-3 jours sans venir à l'école parce que peut-être dans sa classe, il y a quelqu'un qui l'a menacé. Ou alors, à chaque fois qu'il vient avec son goûter, il y a quelqu'un qui est plus fort que lui, eh bien, qui lui prend son argent. À la récréation, tout le monde paye son goûter et lui, il ne peut pas payer son goûter. S'il n'a pas une oreille attentive à qui il pourrait se confier, eh bien, ça peut provoquer un abandon scolaire. Donc, ça aussi, c'est de la solidarité. Aider cet élève-là pour qu'il puisse sortir, n'est-ce pas, de ce dictat-là, c'est de la solidarité. Donc, la solidarité est multiforme. Donc, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire pour aider quelqu'un, n'est-ce pas? Mais pas seulement l'argent, le matériel. Mais en tout cas, il faut nécessairement qu'il y ait cette solidarité-là entre nous. Sinon, on peut s'appeler comme on veut, mais nous ne sommes pas une communauté humaine. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, ni les mêmes capacités. Donc, nécessairement, il faut qu'il y ait de la solidarité. Un jour, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a assez de livres au cours Sainte-Marie-de-Anne, et qu'il y a une nouvelle école qui vient de s'installer, et les élèves sont amoureux de la lecture, vous prenez quelques livres, vous leur donnez, c'est de la solidarité. Donc voilà. En lisant ce livre, j'ai remarqué un extrait qui parlait de quand le passé t'appelle, ne réponds pas. Je voulais vous demander si vous avez été confronté à ce genre de situation ou que vous avez déjà et que vous avez voulu réaliser des projets que vous aurez dû abandonner à cause du passé ou ce genre de trucs-là, ou voulez-vous juste donner des conseils aux jeunes? Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on soit nostalgique. On a dépassé un événement, parce que il faut tout contextualiser dans la vie. Il faut tout contextualiser dans la vie. Les réalités qui ont fait que j'ai eu ce comportement aujourd'hui, en 2025, peuvent ne pas orienter ma décision dans les mêmes conditions où je me suis trouvé en 2025, en 2027. Parce que le temps aura évolué, le contexte peut-être aura changé. Donc, je ne veux pas qu'on soit nostalgique. Quand le passé t'appelle, ne réponds pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut construire sa vie en évoluant et ne pas rester statique. Hein? Essayer tout le temps, avec les réalités qu'on a vécues, de se corriger, de s'améliorer et avancer. C'est pourquoi j'ai intitulé ce texte-là « Quand le passé t'appelle, ne réponds pas ». Mais il y a un moment où j'ai dit dans le texte, oui, il faut
C'est-à-dire, il faut de temps en temps regarder dans le rétroviseur pour voir qu'est-ce que j'ai quitté, à quel niveau j'étais hier, à quel niveau je suis aujourd'hui. Ça vous permettra, comme dans une salle de classe, de vous évaluer. Si vous vous évaluez et que vous vous rendez compte que vous évoluez, c'est excellent. Mais quand vous vous rendez compte que vous faites du surplace, alors là, vous reconsidérez vos positions et vous prenez une décision. Parce que s'évaluer ou évaluer, c'est prendre une décision. C'est comme dans une salle de classe. Tous les soirs, tous les mois, toutes les semaines, faire une évaluation pour voir quel projet j'avais. Comment je voulais entrevoir mon avenir. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Tu veux être un homme de lettres, par exemple. Ou alors tu veux être un médecin, un docteur, ainsi de suite. Alors tu fais 2 ans, tu ne peux pas avoir 10 en maths, ni en sciences, ni en PC. Et tu veux être médecin. Il y a un problème. Cela veut dire quoi? Qu'il faut que tu réajustes, peut-être, n'est-ce pas, ton choix. Tu es à l'université, tu avais choisi de faire géographie. Mais tu te rends compte que tu as déjà, n'est-ce pas, redoublé la classe. Peut-être tu pourrais reconsidérer encore ton choix. C'est pourquoi je dis, quand elle passe cet appel, ne réponds pas. Tout ce que tu as dépassé, tu as le droit de l'évaluer pour, n'est-ce pas, entamer l'avenir. Mais ne pas rester statique, ni être nostalgique de ce qu'on a déjà dépassé. Parce qu'il se pourrait que ce que tu vas vivre demain soit meilleur que ce que tu as déjà vécu. En parcourant le livre, je remarque une certaine hégémonie de la femme et je me demande en 2025, est-ce que pour accéder à une indépendance, qu'on va dire à une souveraineté, est-ce qu'il ne faudrait pas propulser ou bien pousser la femme à s'épanouir et à s'émanciper? Merci. Merci. La femme est déjà épanouie. Hein. La femme, à mon avis, au Sénégal, si tu fais des recherches un tout petit peu sur l'historique de la femme par rapport au leadership, par rapport à l'occupation de certains postes, par rapport, n'est-ce pas, à son implication dans certaines décisions, par rapport à l'occupation de certaines responsabilités, tu te rendras compte quand même, elles ont fait du chemin. Donc maintenant, ça se construit, ok? Donc elles continuent à se battre, n'est-ce pas, pour encore avoir plus de liberté, parce que la liberté ne doit pas être donnée. Une liberté de la femme, ou alors un épanouissement, c'est pas un décret ou un arrêté qui pourrait peut-être attribuer aux femmes leur leadership, ou alors ce qui leur revient de droit. Mais c'est à elles-mêmes de combattre. Tu vas dans tout l'espace, n'est-ce pas, au Sénégal, dans tous les ministères au Sénégal, dans toutes les écoles au Sénégal, dans tous les compartiments, n'est-ce pas, de fonction, tu vas trouver des femmes. Elles sont au plus haut niveau de décision. Judith était tout à l'heure quelque part. Quand tu vois son profil, tu te rendras compte que, eh ben voilà, les femmes sont en train de batailler ferme pour s'imposer. C'est à elles de s'imposer. Parce que moi, je vois mal un homme dire, oui, tiens, les femmes ont réclamé ceci, je prends un décret. Non. Non. C'est à elles de s'imposer et de réclamer, n'est-ce pas, ce qui leur revient de droit, encore une fois. Ce n'est pas un cadeau qu'on leur donne. Mais mon cher, quand on voit l'historique, n'est-ce pas, de la marche des femmes, on se rendra compte que quand même, elles ont eu beaucoup d'acquis et elles vont continuer d'en avoir. Parce qu'au niveau national, au niveau international, quand même, il y a beaucoup d'organismes qui s'organisent pour vraiment donner la place, n'est-ce pas, à la femme, la place qui lui revient de droit et qui lui sied. Ah, j'ai pas de problème pour ça. Je suis très content parce que moi, c'est ça qui me fait vivre. Interagir avec des jeunes, interagir avec des élèves. Ça, c'est ma vie. Moi, ça me fait vivre. C'est ma sève nourricière que d'interagir avec des élèves et avec des jeunes. Que ce soit en année scolaire comme en vacances. Toutes les vacances, je reçois des jeunes en immersion pour 1 mois et demi. Et ça, depuis une dizaine d'années. Sans les jeunes, je ne vis pas. Sans les enfants, je ne vis pas. Sans les élèves, je ne vis pas. Et ce que vous avez fait là, c'est important parce que ça nous a permis d'interagir sur le livre. C'est moi l'auteur. C'est moi qui l'ai écrit. Mais quand j'ai fini d'écrire et de publier, ça ne m'appartient plus. Vous avez posé des questions et on a interagi. Ça vous a permis de faire bouger les lignes, de comprendre des choses que vous n'avez pas compris. Moi aussi, ça m'a permis d'avoir une compréhension autre
que j'avais au moment de la rédaction du livre. Comme pour dire que le savoir, nul n'a le monopole du savoir. En tout cas, je vous remercie. Toutes les questions ont été pertinentes. Je ne sais pas quelle classe vous faites, mais je vous souhaite à toutes et à tous un bon cursus scolaire, de réussir et d'avoir une place au soleil. Remerciez vos encadreurs, Madame Diémé, Judith, qui m'a offert cette opportunité d'être là aujourd'hui. Judith, merci beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, la solidarité, elle a un bon cœur. On s'est vu lors d'un gala, elle m'a proposé ça. C'est ça, être naturel. Ne pas faire des calculs. Madame Diémé, merci. Depuis lors, on a interagi au téléphone. Monsieur Da Silva. En tout cas, je remercie tout le personnel des cours Sainte-Marie de Anne et je vous souhaite, comme vous l'avez fait tous les ans, de faire le paquet lors de vos examens successifs, examens entrée en 6e, BFM, Bac. En tout cas, merci beaucoup. Et remercier aussi les techniciens. Merci. Vous aussi, vraiment, je vous associe à ces remerciements. Nous vous remercions du déplacement et espérons pouvoir admirer votre talent dans d'autres ouvrages. Et merci beaucoup. Merci.